Nous sommes aujourd'hui constamment confrontés à des expositions qui s'ouvrent dans les musées, dans les galeries, dans les centres d'art. Et la multiplication de ces expositions, qui commence à se mettre en place au XIXe siècle, peut donner le sentiment que finalement ces expositions sont des phénomènes récents. En réalité, il n'en est rien. Les expositions publiques apparaissent à partir du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle dans deux principaux pays. La France, où sont organisés les salons de l'Académie royale de peinture et de sculpture, salons que nous connaissons par de nombreux témoignages, dont les fameux salons de Diderot, qui n'étaient pas connus au XVIIIe siècle, mais dont l'écriture est contemporaine de l'organisation de ces salons au milieu du XVIIIe siècle, et d'autre part à Londres, où la Royal Academy va également organiser des expositions publiques des œuvres des principaux membres de l'Académie ou d'artistes extérieurs à l'Académie qui souhaitent faire connaître leurs œuvres. Je vous en montre un exemple assez frappant. Il s'agit de l'exposition de la Royal Academy en 1787, telle que nous a été restituée par Johann Heinrich Ramberg, qui est le dessinateur de cette vue, gravée par Pietro Antonio Martini. Si j'insiste sur cette estampe coloriée ici, c'est pour souligner plusieurs aspects des expositions telles qu'elles étaient organisées au XVIIIe siècle. Premier aspect, le lieu. Nous nous trouvons dans un espace avec un plafond très élevé. Ici, nous nous trouvons en réalité dans la Somerset House, dans la salle où étaient organisées les grandes expositions de la Royal Academy. Petit ainsi, cette salle existe toujours. Il suffit pour cela de se rendre au dernier étage de l'Institut Courtauld à Londres. Et si vous regardez attentivement le plafond, vous retrouverez cet espace qui a été conçu pour les expositions de la Royal Academy par un architecte anglo-suédois de l'époque, William Chambers, qui souhaitait créer un espace qui accueillait de façon parfaite les œuvres, notamment en utilisant des systèmes de grandes baies semi-circulaires qui n'étaient placées en hauteur et qui donc permettaient à la lumière de frapper indirectement les œuvres et donc d'offrir à l'espace de l'exposition des conditions de luminosité optimales. D'abord, une grande salle. Deuxième élément très important, grande salle, pourquoi? Parce que l'on souhaite l'accumulation. Aujourd'hui, lorsque nous visitons des expositions d'art ancien, nous avons souvent tendance à voir des expositions où les œuvres sont très fortement séparées les unes des autres, parfois par plusieurs mètres, sur des fonds très abstraits, parfois blancs, souvent blancs, avec des cartels qui indiquent bien euh, les différents sujets et artistes de ces différentes œuvres. Donc avec une sorte de volonté de créer une sorte de division très nette et de séparation très nette des œuvres les unes par rapport aux autres. Au XVIIIe siècle, et cela en fait jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est un phénomène qui s'achève à la fin du XIXe siècle, c'est pas du tout comme cela qu'on expose les œuvres. Les œuvres se présentent et s'exposent dans des espaces saturés d'images. Ce que l'on cherche dans les expositions, que ce soit les expositions publiques ou des accrochages dans des intérieurs, c'est créer un effet d'accumulation. C'est finalement utiliser l'espace du mur, du lambris inférieur, donc à peu près ici, jusqu'au sommet du plafond. Et donc de couvrir le mur du maximum d'œuvres. Alors pourquoi veut-on faire cela? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que les tableaux sont des objets de décor. Les tableaux sont des objets de décor au même titre que des meubles, au même titre que des tapisseries, au même titre que des rideaux, au même titre que des miroirs, des glaces, des lambris. Bref, le tableau est destiné à orner, à décorer et donc à créer un effet le plus spectaculaire possible, le plus luxueux, le plus séduisant possible sur le regard. Et donc, de ce fait, au XVIIIe siècle, ce que l'on cherche, c'est à utiliser ces tableaux comme des objets de décor, comme des objets destinés à créer l'effet de luxe. Et donc, plus vous en mettez, évidemment, plus vous créez ce sentiment de luxe, de richesse et de diversité. Le deuxième élément très important, la deuxième explication très importante, c'est qu'on considère que accrocher un tableau, c'est créer un discours comparatif et comparatiste entre ce tableau et les autres objets près duquel ce tableau est accroché. Au XVIIIe siècle, mais c'est le cas avant et c'est le cas jusqu'à la fin du XIXe siècle, je l'ai dit, présenter une œuvre, c'est la présenter toujours dans un contexte. C'est toujours faire en sorte que cette œuvre dialogue avec d'autres œuvres. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez attentivement l'organisation des murs, vous constaterez qu'on a un système de symétrie, avec généralement une grande œuvre dans la partie centrale,
Et autour de cette œuvre se présentent et se répartissent des œuvres en système de pendant. Qu'est-ce que c'est qu'un pendant? Une paire de tableaux, eh bien, c'est simplement deux œuvres qui se répondent l'une l'autre par des dimensions similaires. Vous voyez, ces deux œuvres, par exemple, si elles se répondent, deux figures féminines qui sont deux figures féminines debout avec des dimensions similaires. Idem pour ces deux figures, idem pour ces deux paysages. Donc on a un système, vous voyez, qui est dans l'ensemble fondé sur une symétrie et fondé sur un système de pendant. Et pourquoi fait-on cela? Eh bien, on fait cela pour deux raisons principales. La première, c'est qu'au fond, on compose le mur comme un peintre composerait un tableau. Le mur est constitué en quelque sorte de tableaux qui sont toutes les parties qui composent ce mur. Et pourquoi compose-t-on un tableau? Eh bien, tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait des rapports de proportion, des rapports d'harmonie entre les parties et le tout. Eh bien, de la même manière, lorsque l'on organise la composition d'un mur, lorsqu'on organise l'accrochage de tableau sur un mur, on souhaite que le mur soit composé, soit organisé, et organisé selon un système de proportion, en l'occurrence un système de symétrie. Cette organisation ne répond pas simplement à un système de pendant, mais aussi à un système de rapport entre les dimensions de l'œuvre et leur distance de perception. Vous constaterez que si on prend le sommet de cette porte, on peut tracer une ligne continue qui est suivie par quasiment tous les tableaux, à l'exception de celui-ci. Cette ligne, elle permet de répartir à la surface des murs les tableaux de petites dimensions qui se trouvent sous cette ligne, qui sont des petits portraits, des petits paysages, de petites scènes de la vie quotidienne, et qui doivent être vus de près, puisqu'ils sont de petites dimensions. Et à l'inverse, les œuvres de moyenne et grande dimension, qui se trouvent au-dessus de la ligne, et qui, elles, doivent être vues avec une certaine distance. Donc on voit bien qu'ici, il y a une correspondance très nette entre la taille d'un tableau et la distance idéale à laquelle ce tableau devrait être vu. Dernier élément très important à souligner, c'est le fait que cette organisation symétrique des œuvres et des murs permet des éléments de comparaison. Parce qu'à partir du moment où vous avez une œuvre centrale au centre de chaque mur, eh bien vous pouvez être amené à comparer les œuvres qui se trouvent au centre de chaque mur. Je pense ici à ces deux scènes qui représentent toutes un événement de l'histoire anglaise et un personnage qui se fait soit ici éjecté de son cheval, soit tué. Et donc, à travers cette représentation d'un tableau au centre de l'image, sur chacun des deux murs qui se font face, les spectateurs sont amenés à les comparer, à comparer les mérites respectifs des deux œuvres. Et cette comparaison vaut aussi pour les pendants, puisqu'elle amène à comparer les œuvres les unes par rapport aux autres, et à créer un discours, une réflexion fondée sur l'identification d'un certain nombre de qualités formelles et la réflexion sur ces qualités. Vous voyez d'ailleurs que les spectateurs sont nombreux à désigner du doigt ou d'un bâton ou d'un chapeau ou du regard simplement certains éléments de ces œuvres. Donc, regarder un tableau au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ça n'est pas se contenter d'être émerveillé de la beauté des œuvres que l'on admire, c'est aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce que l'on admire est considéré comme beau. Et donc de créer un discours, d'accompagner le regard par une contemplation discursive, par un discours. Et de ce fait, et ce sera le dernier point sur lequel j'insisterai, vous le voyez, regarder un tableau, ça n'est pas simplement une activité visuelle, c'est une activité corporelle, qui suppose de se déplacer, qui suppose de se rapprocher, qui suppose de prendre une distance, qui suppose aussi de discuter avec celles et ceux qui vous accompagnent. On est donc dans un art de la conversation. Conversation sur la peinture, mais aussi conversation de la peinture, puisque ces tableaux entrent en interaction finalement avec des spectateurs pour lesquels ces œuvres sont faites.